Madame C, 38 ans, maladie de Crohn iléocolique connue depuis l'âge de 12 ans, qui a nécessité plusieurs traitements, beaucoup de corticothérapie assez mal tolérée, les dérivés salicylés inefficaces, et elle a fait des pancréatites aiguës aux analogues de purine. Ce qui fait qu'actuellement elle n'a pas de traitement de fond. Elle présente depuis 1 an des crises douloureuses évoquant un Koenig avec à peu près 2-3 épisodes en 1 an, un Koenig typique. Et à l'entéroscanner, il existe une sténose valvulaire iléale courte, comme vous voyez ici, vraiment très très courte. On a l'impression qu'il y a une sclérolipomatose à ce niveau-là. Et à l'endoscopie qui a été faite par la suite, il y a une sténose valvulaire très très courte. Donc on propose de réaliser d'une part une échographie par bastide qui va vous montrer cette région, et d'autre part une dilatation hydrostatique. Et le projet chez elle, c'est de débuter un traitement anti-TNF, probablement par adalimumab par la suite. Vous allez voir en direct, hein, je n'ai pas vu la patiente là. Alors ça c'est la vessie, ici elle est inversée, on met comme ça, très bien. Alors on va s'intéresser à l'anatomie de la région iléocécale et le repère ça va être l'aile iliaque. La voilà, donc je sors un pointeur, on va régler les courrages, je m'excuse, hein, c'est de l'improvisation, mais d'un autre côté, c'est la vraie vie, quoi, l'échographie. Hein. Voilà, donc le repère, c'est ça. Ça, c'est l'aile iliaque, ici, et dessus, c'est le muscle obturateur. Alors, l'échographie du grêle, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de l'air dans le tube digestif. Bon, dans l'idée de tout le monde, l'air, c'est l'ennemi des ultrasons. En fait, pas tant que ça. Et puis pour ceux que ça intéresse, moi je leur conseille de ne pas faire les échographies à jeun. De ne pas faire les échographies à jeun pour se familiariser avec l'air, ou tout à l'heure vous avez vu une échographie après une fibroscopie, c'est pas très gênant en fait. Alors, donc là je suis en train de chercher la dernière anse. Alors voilà qui apparaît. Ici les vaisseaux iliaques primitifs, on va mettre le Doppler pour vérifier ça. Donc artère et veine iliaque primitif, on est accolé au muscle obturateur et puis on va se diriger ici au niveau de l'iléon. Donc on va voir, bon ça c'est une structure de type grêle. Voilà, alors ici il y a une anse qui est un peu distendue. Vous voyez ici c'est le liquide à l'intérieur de l'anse. Donc ça c'est la dernière anse iléale, mais qui est un petit peu... Il y a du liquide de stase, vous voyez les petites particules en suspension, c'est le liquide de préparation. Donc on est tout près de l'abouchement au niveau du cécum et c'est un petit peu distendu. Voilà. Bon, ça agrandit beaucoup, hein, c'est de la haute fréquence. N'oubliez jamais que vous avez toujours l'échelle en centimètres ici. Donc ça paraît très gros, mais en fait c'est pas très gros. Et ici, la paroi, alors il y a trois couches sur le grêle, qui est fine, c'est souple. Bon, la patiente dort, mais il y a un élément qui est très très bien, c'est quand on provoque la douleur avec la sonde. Alors ici, on voit qu'on avance au niveau du grêle, et ici, on voit que ça se rétrécit. C'est pas moi qui appuie dessus, hein, c'est l'anse qui se rétrécit, voilà. Et ici, on passe au niveau du cécum. Il y a quand même des petits passages, hein, c'est pas très très serré. Ça, c'est une petite bulle d'air. Voilà, ici, la sténose qui est courte. Ici, la dilatation d'amont. On ne traite que les sténoses symptomatiques, ce qui est le cas chez cette patiente, puisqu'on a un syndrome de Koenig manifeste, vraiment tout à fait typique. Alors, se pose ensuite la question de la longueur de la sténose, puisque habituellement, plus la sténose est courte et meilleure est l'indication de la dilatation. On se limite habituellement aux sténoses de 5 cm. D'ailleurs, les ballons qu'on utilise pour ce type de dilatation, qui sont des ballons hydrauliques, ont en général une longueur qui est de l'ordre de 5 à 6 cm, 55 mm en général. Troisième chose, et ça c'est un petit peu plus difficile, c'est de faire la part de ce qui revient à une cicatrice fibreuse et de ce qui revient à une activité inflammatoire de la maladie. On sait que chez ces patients, lorsqu'on va faire la dilatation, on constate souvent des phénomènes un petit peu mixtes, c'est-à-dire y compris pour des sténoses anastomotiques qui sont essentiellement fibreuses, il y a souvent une part d'activité inflammatoire qui persiste. Donc ce qui est
habituellement, la meilleure indication de la dilatation, c'est une sténose courte, symptomatique, avec un échec des traitements médicaux anti-inflammatoires, quels qu'ils soient, que ce soit les corticoïdes dans les poussées ou les traitements de fond immunosuppresseurs, que ce soit l'Immurel ou l'infliximab. Donc là, sur des contextes de maladie de Crohn, le meilleur compromis entre sécurité et efficacité concernant la taille du ballon, c'est de réaliser une dilatation à jusqu'à 18 mm. Le risque de complications pour les dilatations sur maladie de Crohn est assez rare. Les perforations dans les premières études ont monté jusque plus de 10% de perforation, ce qu'on voit de moins en moins finalement. Les dernières études sont plus proches de 1 à 2% de perforation. Donc on est bien ici devant la sténose. Alors on essaye de nettoyer, mais voilà, la préparation ne nous aide pas. On a des flux de liquide qui continuent à venir du grêle. Donc, vous voyez cette sténose qui là semble vraiment quasiment purement cicatricienne. Il n'y a pas d'activité inflammatoire. Donc on a juste un discret érythème sur la muqueuse de la sténose. Et voilà, là on a une bonne vision. Donc pas d'ulcération. On essaye de passer juste la tête de l'endoscope. Mais je pense que cette sténose, on peut l'estimer à 7-8 mm de diamètre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais globalement, on est à 7-8 mm. Sténose qui reste relativement souple, avec une petite rétraction du stécum adjacent. Donc on va prendre le ballon qu'on va vous montrer. Donc on va prendre un ballon 15-18, avec ou sans fil guide. Habituellement, les dilatations... Ouais, c'est bien, parfait. Donc les dilatations se font sans forcément de contrôle scopique. Et là encore, plus la sténose est courte et moins on aura besoin de scopie. La scopie peut être utile dans des sténoses un peu complexes. Et dans ce cas, on peut conseiller éventuellement de remplacer le fil guide qui est livré avec le ballon par un fil guide plus souple, un fil guide de cathétérisme qui permet d'avoir une longueur plus importante et une souplesse qui est meilleure pour des sténoses qui sont un petit peu anfractueuses. Là, on a l'impression d'avoir une sténose quasiment en diaphragme. Ça ressemble très fort à ce que l'on peut voir, même si cette patiente n'a jamais été opérée, ça ressemble très fort à ce que l'on peut voir sur une sténose anastomotique. Voilà. Donc on va passer tout doucement le ballon. Donc ici, on utilise un ballon CRE, un ballon de chez Boston. On va essayer de se mettre dans l'axe du grêle au-dessus pour pouvoir rentrer l'ensemble du ballon. Voilà, c'est fait. Donc c'est un ballon de 55 mm. Donc là, vous voyez ici devant nous l'extrémité du cathéter et donc le début du ballon. Alors la difficulté dans ces dilatations, c'est de vraiment bien rester en place au moment où le ballon va être gonflé. Souvent, surtout lorsque la sténose est très fibreuse, on est soit aspiré vers le grêle d'amont, soit repoussé du fait de la résistance de la sténose par rapport à la force mécanique que va exercer le ballon. Donc on va gonfler tout doucement. Donc voilà, gonfler doucement. Et là on va essayer de retenir le ballon. On n'a pas de contrôle radio pour voir l'empreinte sur le ballon? Non, moi je l'utilise pas du tout systématiquement. Seulement vraiment pour des sténoses un petit peu anfractueuses. Alors vous voyez là pour l'instant, donc on est à 15 mm je pense, c'est bien ça? Voilà. On est à 15 mm et la sténose est très souple puisque le ballon est encore mobilisable. Donc on va gonfler progressivement à 16,5 maintenant. Donc on fait pas à pas, l'objectif étant ici de ne pas se faire éjecter. Parce que ces ballons sont très faciles à manipuler lorsqu'ils n'ont pas encore été utilisés. Dès qu'on les dégonfle et qu'on les réutilise, c'est beaucoup plus compliqué à passer. Donc là, il faut essayer de rester bien en place. Et on voit à travers le ballon l'empreinte de la sténose. Voilà, l'empreinte fibreuse de la sténose. Vous voyez, il n'y a pas de saignement. Donc là, tout se fait pour l'instant en douceur. Et on va continuer à 18 mm. Voilà, donc on voit progressivement le diamètre du ballon